Alors, bonsoir à tous, nouvelle vidéo freestyle numéro 7. Et dedans, je mettrai aussi symbolisme et numérologie, épisode 3. Ok. Donc là, la vidéo que je te fais là, j'ai pas commencé l'intro avec ce que je voulais mettre, mais je vais te le mettre là tout de suite. En fait, j'ai vu là récemment, mais bon, ça fait un petit moment déjà qu'ils en parlent, mais voilà. J'ai vu un petit truc et je te mettrai des extraits par rapport à ça. Et notamment par rapport à TikTok. Alors là, t'as vu, dès que je t'ai dit TikTok, je sais que, voilà, il y en a qui vont grincer des dents, j'ai envie de te dire. Évidemment, tu sais pourquoi. Parce qu'évidemment, on va te dire que je suis un agent chinois. Un agent chinois, mais je suis noir, t'as vu? C'est l'histoire d'un phénomène de confinement. Une application arrivée en pleine période morose, devenue incontournable pour toute une génération et qui s'est imposée comme l'un des canaux inévitables de communication. Mais c'est aussi l'histoire d'une défiance croissante à l'égard d'un réseau social jugé addictif, accusé de désinformation et même d'espionnage. Could they use TikTok to control data on millions of users? Yes. Un réseau social si critiqué que se pose aujourd'hui la question de son interdiction. We are also going to ban the use of TikTok on government devices. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut d'abord s'intéresser à l'origine de cette application à la croissance record. C'est une plateforme qui initialement était destinée à des contenus plutôt musicaux. Les Musical.ly d'ailleurs la toute première version, c'est-à-dire danser, faire des chorégraphies, mimer des paroles d'une chanson, etc. Et puis ça s'est mué finalement en plateforme bien plus généraliste avec une particularité, c'est une popularité absolument incroyable chez les jeunes et même chez les très jeunes. À la fin de l'année 2019, la pandémie de Covid se déclare en Chine, avant de se propager à la planète entière. Vous connaissez déjà l'histoire. Les gouvernements du monde entier vont mettre en place une mesure drastique qui va particulièrement marquer les esprits, le confinement. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Du jour au lendemain, des milliards de personnes se retrouvent enfermées chez elles, laissant les places les plus fréquentées du monde désertes. En un claquement de doigts, nos modes de vie se retrouvent bousculés, notre vision du temps qui passe revisitée. Et c'est pendant cet entracte qu'un acteur venu de Chine se révèle au grand public, TikTok. TikTok était déjà à un début de popularité avant le confinement, avant les confinements en 2020. Mais c'est vraiment ça qui a fait exploser TikTok en Occident, j'ai envie de dire. C'est une application qui pousse quelque part à la créativité. Les comptes qui sont très suivis, on a beaucoup de comptes par exemple humoristiques qui vont réaliser des sketchs chez eux. Et là pour finir, Doudoune carte. Bon, elle est hyper grosse, mais ça va. J'ai fait cuire du pain, ça dit de manger avec des rillettes de canard là. Ça permet de se détendre, de communiquer avec les autres, avec des vidéos qui sont, franchement, il faut le dire aussi, plus créatifs que sur les autres plateformes. Parce que l'outil est tellement bien fait qu'il va susciter des vidéos qui vont être extrêmement montées, extrêmement rythmées, extrêmement drôles, extrêmement joyeuses, musicales évidemment. Et donc finalement, c'était un peu l'outil parfait pour le confinement, c'est vrai. Il y a une explosion de popularité pendant le confinement en Occident et donc en France, et aussi une explosion de notoriété. C'est-à-dire qu'on a commencé à parler très largement de TikTok aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en 2 ans, TikTok est devenu une application que quasiment tout le monde connaît, au même titre qu'Instagram par exemple. Véritable phénomène, TikTok a rassemblé en très peu de temps une énorme communauté. En 2022, il compte 1,7 milliard d'utilisateurs, ce qui le place parmi les réseaux sociaux les plus populaires au monde, derrière Facebook, YouTube et Instagram. Pour fonctionner, TikTok utilise une formule extrêmement efficace. Proposer des vidéos courtes, très courtes parfois de moins d'1 minute, à faire défiler sur son smartphone. Des challenges de danse, des contenus humoristiques, des recettes de cuisine, des tutoriels en tout genre, bref,
Des vidéos très rythmées, très souvent positives, qu'on se retrouve rapidement à regarder plusieurs heures d'affilée. Une des premières spécificités de TikTok par rapport aux autres réseaux qui l'a un peu distingué, c'est le fait que ce soit des vidéos courtes et en plus qui nous arrivent une par une à l'écran. C'est-à-dire qu'on a une charge cognitive qui est vraiment très faible. L'intérêt de la vidéo arrive très vite, parce que vu que c'est des vidéos très courtes, c'est pas comme s'il y avait une intro de plusieurs minutes pour nous mettre dans le bain. C'est un format qui marche bien et du coup qui a inspiré d'autres plateformes comme YouTube ensuite a sorti ses Shorts, Instagram a sorti Reels. La plateforme de vidéo voit émerger des têtes identifiées à l'application. Nouvelle génération d'influenceurs. Aujourd'hui, 15 millions de Français utilisent l'application au moins une fois par mois. Un public nouveau, cible privilégiée des marques et des annonceurs. On a eu un premier palier de croissance du revenu publicitaire de TikTok, vraiment autour de l'année des confinements en 2020. Cette année-là, on a eu 500% de croissance par rapport à 2019. Et par la suite, ça n'a fait évidemment que croître. Aujourd'hui, TikTok est un acteur majeur de la publicité en France et dans le monde. En 2022, TikTok, c'est plus de 11 milliards de dollars de revenus publicitaires. D'ici à 2024, on attend un doublement du revenu publicitaire généré par TikTok au niveau mondial. Ça s'explique notamment par un report des budgets, notamment des marques qui vont abandonner certains réseaux sociaux et se déporter sur TikTok parce qu'il est plus populaire. Plus étonnant, les politiques aussi y ont vu un public à séduire. Nombre d'entre eux ont saisi l'importance de figurer sur TikTok pour communiquer avec une génération ultra connectée. Pour afficher des chiffres pareils, c'est qu'on doit en passer du temps sur l'application. TikTok a cette capacité à nous retenir d'abord, mais ça c'est vrai pour Internet d'une manière globale, ce sont des images. Les images ont un pouvoir de captation et je dirais d'émergence des émotions avec beaucoup plus de puissance pour dire les choses que lire. Et c'est là que TikTok est très très fort. Tout dans l'application est fait pour nous captiver dès son ouverture et nous retenir le plus longtemps possible. Tout le design de l'application est pensé pour nous faire rester un maximum de temps dessus. On remarque que par exemple sur TikTok, l'heure n'apparaît pas. La barre en haut noir dans laquelle normalement on voit l'heure et la batterie du téléphone disparaît pour qu'on soit complètement absorbé dans l'expérience et on oublie de penser à autre chose. On ne voit plus ce qu'il y a autour de l'écran, c'est vraiment le contenu, uniquement le contenu. Et quand on va passer d'un contenu à l'autre, contrairement à d'autres applications, on a des informations en plus, les commentaires, etc. Là, quand on passe d'un contenu à l'autre, ça se fait tout seul. Et finalement, même s'il y a un contenu qui nous plaît moins, on passe au suivant et on ne va pas s'en apercevoir. Et donc finalement, le nombre de contenus qu'on voit est extrêmement important. Le fonctionnement de TikTok est basé sur le snacking, le grignotage d'informations, le fait de passer rapidement d'un sujet à l'autre. Et donc, contrairement à YouTube, sur TikTok, comme on passe très très rapidement d'une vidéo à l'autre, on va donner une multitude d'indications, d'indicateurs concernant nos intérêts à la plateforme. Et elle va très très vite pouvoir nous profiler, entre guillemets, et savoir ce qui nous plaît moins, et où nous mettre dans les petites cases pour savoir quel type de consommateur on est. Pendant qu'on utilise l'application, on a toutes sortes de données comportementales et sur nos centres d'intérêt qui vont être collectées. Et l'algorithme va ensuite utiliser ces données comportementales pour sélectionner les vidéos qui vont avoir la plus forte probabilité de nous garder engagés. En France, un élève de CM1 sur 2 a déjà un compte TikTok, selon une étude de l'association Thémis. Une audience extrêmement jeune qui soulève une question importante, celle du temps passé sur l'application. Je suis vraiment H24 je suis sur TikTok, donc vraiment c'est une gogolerie. Je reste pendant des heures. Je suis en train de scroller comme ça. Des fois, je me dis que je prends beaucoup de temps à passer sur TikTok. J'étudie pas assez après, je peux vite être distrait. Selon l'organisme Custodio, les mineurs passent en moyenne 1h47 par jour sur l'application. Le fait que TikTok soit potentiellement une arme de distraction massive, c'est une réalité. Et d'autant plus, en effet, chez des jeunes mineurs, c'est-à-dire sur des grands enfants. Et il est évident que, au fond, il y a ce piège un petit peu, c'est-à-dire qu'on est dans cette société de la rapidité. Internet est venu complètement, quelque part, remettre en question l'histoire du temps. Cette sorte de contraction d'espace-temps propre à Internet, finalement, TikTok en a fait sa marque de fabrique. Et là, c'est peut-être quelque chose qui peut avoir des effets assez destructeurs, c'est-à-dire notre capacité à supporter la frustration, à nous concentrer,
tout simplement quand on écoute un prof, par exemple. Son algorithme est reconnu par tout le monde comme étant extrêmement addictif, beaucoup plus addictif que les autres, et beaucoup d'associations de parents nous ont contactés quand ils ont appelé cette commission d'enquête pour nous dire oui, il faut absolument, réglementer ce système parce que nous, on en a assez que les enfants passent la nuit sur leurs appareils et le lendemain ne travaillent pas en classe. Ce qui est vrai, c'est que, parce que moi-même, j'ai pu regarder TikTok, on ne voit pas le temps passer. Et là, il se pose une autre question, c'est qu'on se retrouve dans un autre temps, qui est celui de TikTok, mais qui est celui aussi peut-être d'une forme de plaisir. Il y a quelque chose d'un peu destructeur, mais qui est comme une sorte qui vient en télescopage avec une considération plus complexe de notre société, qui s'est un petit peu narcissisée. Cette pathologie narcissique est une pathologie qui a du mal à faire avec la frustration et avec le temps qui passe. Il y a aussi le fonctionnement de l'algorithme de TikTok qui est extrêmement pointu, c'est-à-dire qu'il va analyser que si on passe 1,2 seconde sur une vidéo et 1,6 seconde sur une autre, c'est qu'il y a quelque chose qui est meilleur dans l'autre et va ensuite s'améliorer pour nous proposer des vidéos extrêmement pointues. TikTok, j'ai envie de dire que c'est vraiment ça, mais poussé à l'extrême. C'est l'algorithme de recommandation poussé à l'extrême, c'est-à-dire qu'on va s'enfermer dans des domaines, dans des grands thèmes et on ne va avoir que ça. D'ailleurs, TikTok en a bien conscience, parce que là, depuis quelques semaines, il propose même un bouton pour remettre à zéro ce filtre si on a envie d'essayer de passer un peu à autre chose. Là où il y a du danger au niveau de ce qu'on appelle parfois le rabbit hole, c'est-à-dire le trou du lapin où on se ramène dans vraiment des intérêts niches et extrêmement spécifiques. C'est dangereux à la marge pour un petit groupe d'utilisateurs qui a tendance à être un peu plus vulnérable parce qu'ils sont dans un moment difficile de leur vie, qu'ils n'ont pas forcément une communauté autour d'eux, où là d'un coup on va les emmener sur du contenu qui va être potentiellement radicalisant ou polarisateur, ou alors même qui peut les amener vers une dépression ou quelque chose comme ça. Avec ces bulles, TikTok est accusé d'avoir un impact néfaste sur la santé mentale des jeunes, les enfermant dans des boucles de vidéos dépressives, sexualisantes ou encore traitant du suicide. Outre son potentiel addictif, TikTok alimente la controverse sur un autre sujet. Et si, à l'image de la légende du cheval de Troie, l'application servait au final d'arme pour le gouvernement chinois. Depuis plusieurs mois, TikTok est en tout cas montré du doigt pour l'usage qu'il fait des données personnelles collectées. TikTok, poses a problem and an issue. And so we have concerns about that as it relates to Americans' data, collecting Americans' data, and the potential national security risk. And we've been very, very clear on that. Something that's very sacred in our country, the difference between the private sector and the public sector, that's a line that is non-existent in the way the CCP operates. Il y a plusieurs problèmes sur TikTok. Il y a deux grands problèmes. Un, c'est l'influence, c'est-à-dire justement, on parlait de ces algorithmes de recommandation. Finalement, qui décide de ce qui est recommandé, notamment qui décide de ce qui est recommandé à des millions de jeunes utilisateurs de TikTok, sachant que TikTok appartient en partie à une entreprise et à des fondateurs chinois. Il se trouve qu'en 2017, est passée une loi qu'on appelle la loi sur le renseignement en Chine et qui stipule que pour toute personne physique ou morale chinoise, le travail de renseignement est un devoir en dehors des frontières géographiques du pays. C'est-à-dire que si jamais le gouvernement chinois demande à un individu ou à une entreprise de lui faire part de données qui pourraient être considérées comme participant au travail de renseignement, cette entreprise ou cette personne devra le faire. Au niveau des données qui sont captées, TikTok comme Facebook ou Instagram en collectent vraiment tout ce qu'ils peuvent. Quand on regarde les conditions d'utilisation de ces plateformes, ils vont bien évidemment capter la géolocalisation, garder l'adresse IP et y associer aussi toutes ces données comportementales d'utilisation. Elles sont stockées aujourd'hui sur des serveurs qui sont à la fois basés localement en Europe mais aussi également en Chine. Aujourd'hui, TikTok collecte énormément de données personnelles. Alors, il y a des données très basiques, notre nom, notre mail évidemment, mais il y a aussi des données beaucoup plus sensibles sur nos goûts. Si on regarde certaines vidéos TikTok, peu importe le sujet, mais ça peut en dire long aussi sur nous.
ce qui peut être un moyen de pression aussi derrière, si on parle d'un journaliste, d'un militant, d'un politique. Et on voit bien là l'enjeu que ça peut poser, alors pour des États européens, mais également pour les États-Unis, qui sont dans une guerre commerciale avec la Chine depuis un certain temps. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il est possible que le gouvernement chinois influence d'une façon ou d'une autre ce qui est montré à des millions d'utilisateurs français, mais ce qui est montré aussi à des millions d'enfants français, européens, occidentaux? L'une des difficultés que rencontre TikTok face aux législateurs, c'est la présence au sein du conseil d'administration de sa maison mère ByteDance d'une cellule du Parti communiste chinois. Une condition inévitable pour toute grosse entreprise chinoise afin que sa ligne directrice ne s'éloigne pas outre mesure des intérêts du gouvernement communiste. TikTok nous suit comme Facebook, comme Google, hein, mais sur tous les sites qu'on consulte. Or, ces informations, ce qu'on sait, et TikTok l'a admis, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2022, c'est que des salariés de TikTok basés en Chine ont accès à ces informations. Aujourd'hui, il n'y a pas de preuve qu'il y a de l'inférence directe de la part du Parti communiste chinois sur le contenu qui est promu ou censuré, ou c'est-à-dire quand par censuré, je veux dire modéré sur TikTok. Aujourd'hui, la Chine de Xi Jinping tient son empire technologique d'une main de fer et qu'on peut très bien imaginer qu'il cherche à exercer des influences sur la ligne éditoriale de modération de TikTok. TikTok promet que ces informations seront bientôt stockées localement en Europe, etc. Mais en fait, ça ne change rien, parce que même si elles sont stockées en Europe, ces informations, elles resteront accessibles depuis la Chine. TikTok ne veut pas s'engager, pour le moment, à ne plus rendre ces données accessibles en Chine. Le problème, c'est qu'on sait qu'une fois que ces données sont accessibles en Chine par des salariés chinois, on sait qu'il y a une porosité qui est totale entre les salariés chinois et le Parti communiste chinois. TikTok a essayé de montrer patte blanche, si j'ose dire, en expliquant que non, l'application était sûre, que les données ne seraient pas transmises, etc. Restent les problèmes d'anonymisation des données et de RGPD. Bon, c'est bien, merci, mais pas considéré comme suffisant pour une raison qui est que TikTok reste la propriété de ByteDance, donc qui est une société chinoise, et que quand il leur a été posé la question de savoir si, par exemple, eh bien, à un certain niveau de responsabilité, des membres de ByteDance pouvaient avoir accès aux données de TikTok Amérique. Eh bien oui, ils peuvent y avoir accès. Si vous laissez la porte ouverte, il faut savoir qu'il y a un risque de cambriolage. Là, c'est pareil, vous avez une porte ouverte du gouvernement chinois sur les données personnelles et sur les goûts vraiment parfois intimes de millions d'Européens. La question, c'est est-ce qu'on laisse cette porte ouverte ou est-ce qu'on ferme cette porte? Ce droit de regard cristallise les tensions d'une partie des pays occidentaux à l'encontre de TikTok et de sa maison mère, ByteDance. L'escalade est telle que l'application est désormais blacklistée dans de nombreuses institutions et gouvernements. Les États-Unis, le Canada, la Commission européenne, le Parlement européen, le Danemark ou encore le Royaume-Uni, tous ont imposé à leurs fonctionnaires l'interdiction d'installer le réseau social venu de Chine sur leur téléphone professionnel. We are also going to ban the use of TikTok on government devices. We will do so with immediate effect. Our concerns around TikTok are around security and access to information that the Chinese government could have to government phones. It's just a personal side benefit that my kids can't use TikTok anymore that I recommend everyone to use my encouragement to try and do. Le motif de cette décision est simple. Empêcher l'envoi de données potentiellement sensibles à un pays avec qui les échanges sont compliqués. Et ce, dans un contexte géopolitique tendu, électrisé par la guerre en Ukraine. C'est cet enjeu d'opacité, cet enjeu géopolitique global et de règles, de lois sur le renseignement qui fait monter, si vous voulez, beaucoup de tensions, alors qu'on est dans une période et dans un contexte géopolitique, je ne vous apprendrai rien, qui est plus que tendu et qui s'est notamment encore cristallisé autour des différents éléments que l'on a pu voir avec bien le conflit qui oppose l'Ukraine qui résiste à l'invasion russe lancée depuis février et la Chine balancier qui est dans une relation assez proche de la Russie quand les Occidentaux soutiennent l'Ukraine. Face à ces accusations, TikTok contre-attaque. Le 23 mars, le PDG de l'application, Shou Chew, était auditionné par le Congrès américain. Il était venu défendre, non sans difficulté, les intérêts de la plateforme. C'est une confrontation dont raffole l'opinion publique et les médias américains. Les membres du Congrès ont convoqué le patron de TikTok, le réseau social d'origine chinoise, qui a conquis le monde entier, avec ses vidéos s'enchaînant à l'infini.
Dans les couloirs, quelques minutes avant l'audition, la présidente de la commission qui va entendre Zhu Zhiqiu donne le ton. C'est la première fois que Monsieur Zhu comparaît devant un comité du Congrès. Nous allons faire surgir la vérité, nous allons contrer les mensonges énoncés par TikTok et Monsieur Zhu. Zhu Zhiqiu arrive sous bonne escorte, puis s'installe sous le crépitement infini des flashs. Pendant de longues heures, il va passer sur le grill. C'est ainsi que les médias appellent cet exercice très codifié de la démocratie américaine, entre théâtre et interrogatoire. Mr. Chu, as CEO of TikTok, why have you not directed your engineers to change this source code? Have you directed them to change the source code? Like what we are offering and my fourth commitment? Have you directed them to change that source code? Congressman, if you give me a bit of time to just No, I don't. It's a yes or no question. Have you directed your engineers to change that source code? I'm not sure I understand. Do you have full responsibility over the algorithms? Yes or no, please? Congressman, we do take these issues very seriously. Yes or no? And we do provide resources for anyone who types in anything that... Sir, yes or no? I see you're not willing to answer the question. Un feu nourri de questions dont il est souvent impossible de sortir vainqueur. Mais Zhu s'y attendait. Il a anticipé ses 5 heures d'audition avec une vidéo d'1 minute, postée évidemment sur TikTok et s'adressant directement aux Américains. Hi everyone, it's Joe here. I'm the CEO of TikTok. En sweat à capuche, avec vue sur le Capitole, il sort les arguments massus contre l'interdiction. There are more than 150 million Americans on TikTok. This includes 5 million businesses that use TikTok to reach their customers, and the majority of these are small and medium businesses. Some politicians have started talking about banning TikTok. Now this could take TikTok away from all 150 million of you. Et pour l'audition au Congrès, Zhu Zhiqiu est justement venu accompagner de nombreux influenceurs américains, défenseurs de l'application. En fait, donc là pour TikTok, ce qui est reproché à TikTok, j'ai regardé un petit peu ce qui se disait, tu vois. Donc là, ce qui est reproché, c'est le format de TikTok, donc le format de vidéo courte, c'est-à-dire vidéo qui dure quelques secondes, tu vois, moins d'1 minute, on va dire. Et donc, on t'explique que c'est un format de vidéo qui rendrait les jeunes addicts. Et donc, en plus de les rendre addicts, enfin, tu vois, voilà, les gens, ils switchent de vidéo en vidéo comme ça, qui durent pas longtemps. Et du coup, ça les rend accros à l'application, tu vois. En gros, c'est ça, je te schématise le truc, mais c'est ce qu'on t'explique. Et en plus de ça, évidemment, t'as le volet politico-espionnage, je veux dire ça comme ça, où on t'explique finalement que l'application, elle récupère la géolocalisation de tous les utilisateurs, etc., etc. Bon, t'as compris, hein. Et voilà que donc ce serait de l'espionnage, blablabla, tu vois, tu connais l'histoire. Bon bref. Donc je te refais pas un dessin. Les applications de ce genre, quel que soit le pays qui a le niveau technologique entre guillemets d'avoir une application de son genre qui sera mondialement utilisée, forcément ils ont des services de renseignement qui vont utiliser ce genre d'application, ou en tout cas les métadonnées, voilà, de ces applications. Et si c'est pas les métadonnées, c'est un peu plus que ça, mais de toute façon, je t'ai déjà mis des extraits par rapport à ça. Mais du coup, TikTok, ça arrive après d'autres applications qui existaient déjà. Il y a d'autres applications qui viennent d'autres pays, qui sont mondialement utilisées. Et tu vas pas me faire croire que voilà, ils sont pas obligés de fournir, tu vois, les informations aux renseignements du pays d'où l'application a émergé. Tu vois, en gros c'est ça. Bref. Donc je te mettrai un petit extrait par rapport à TikTok et voilà ce qu'on te vend comme entre guillemets, hein,
ce qu'on te vend comme étant voilà la raison pour laquelle ils veulent interdire l'application. En fait, ils veulent pas l'interdire en fait, tu vois. En vérité, c'est la réalité, par exemple, en ce qui concerne les États-Unis, par exemple. C'est soit on interdit l'application, soit on récupère l'application. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le TikTok US, donc qui sera utilisé par tous les utilisateurs états-uniens, sera nationalisé quelque part, j'ai envie de te dire. C'est ça le principe, tu vois. Donc après pour la France, ils font pas le même truc parce que j'imagine qu'ils ont pas le budget de toute façon pour racheter une application de ce genre, tu vois. Mais voilà, aux États-Unis, c'est un peu le délire quoi. C'est où on rachète l'application, donc entre guillemets, on récupère le contrôle de ce qui se passe, voilà, au niveau des utilisateurs et de l'application. Donc cherche pas, hein, les renseignements américains récupéreront les informations qui sont siphonnées par l'application. C'est ça le principe. Hein. C'est les mecs qui font genre ouais, vous êtes espionnés par les Chinois, donc il faut qu'on arrête l'application. Mais voilà, s'ils reprennent l'application en main, l'application entre guillemets sur le territoire US, voilà. En fait, c'est eux qui récupéreront les informations, tu vois. Et là, personne se plaindra. Tu vois ce que je veux dire? De la même manière que Facebook ou voilà d'autres applications, Twitter ou tout ce que tu veux, sont en mesure aussi de récupérer ta géolocalisation. C'est pas un problème. Hein. Donc, à ton avis, les informations, elles sont exploitées par qui? Quand c'est récupéré par d'autres applications de réseaux sociaux. Tu vois, bon, bref. Tu comprends le délire quand je t'explique ça. Ok. Donc là, je vais enchaîner la vidéo. Parce que, à la base, la vidéo, là, je l'ai fait aussi. Donc, c'est un freestyle aussi. Hein. Donc, le freestyle en question, c'est par rapport au fait de... Voilà, pour les citoyens lambda qui seraient des ajoutés dans des clouds psychiques. Tu vois. Donc pour les citoyens lambda qui sont des ajoutés dans des clouds de psychique, j'ai réfléchi à un truc là, tu vois. En dehors du fait que, comme je t'expliquais, ils peuvent bénéficier de tes compétences, mais c'est peut-être pire que ça en fait, tu vois. Parce que évidemment, toi, même si tu comprends que tu as des capacités, etc., t'as peut-être pas accès à toutes les capacités dont tu pourrais bénéficier, tu vois. En tout cas, c'est sur le format du jeu vidéo. T'as pas débloqué toutes les habilités. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, comme t'as pas débloqué toutes les habilités, t'as pas accès à tout ton potentiel. Tu vois? Mais par contre, le cloud de psychique qui t'ajoute, lui, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Tu vois? Et c'est pour ça qu'après, il y a cette espèce de guéguerre sur les personnes qui sont des ajoutés. Eux, les clouds de psychique qu'ajoutent des gens comme ça sans leur dire quoi que ce soit, ils ont peut-être accès à toutes les capacités de la personne qui a été ajoutée et qui ne le sait pas. La personne qui a été ajoutée ne le sait pas, mais le cloud de psychique qui t'a ajouté, lui, il a accès à toutes tes capacités. Tu vois, et lui, il peut déverrouiller toutes tes aptitudes, en fait, tu vois. Mais toi, tu le sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Et je te mettrai une illustration par rapport à ça. En tout cas, un extrait de film qui sera parlant, j'imagine, pour plein de gens. Mais voilà, le titre du film, c'est Lucy. Et donc, je te mettrai un extrait, des extraits choisis par rapport à ça et à cette histoire de déverrouillage de tes aptitudes cérébrales, tu vois, cérébrales ou mentales ou psychiques, tu les appelles comme tu veux. Mais en tout cas, voilà, je te mettrai quelques extraits par rapport à ça et tu devrais percuter immédiatement, voilà, le propos de quoi ça parle, tu vois. Bref. Si la vie est apparue il y a environ 1 milliard d'années, il faudra attendre 400 000 ans pour observer le prodige que furent les premières cellules nerveuses. C'est alors que la vie telle que nous la connaissons apparaît, des cerveaux en formation de seulement quelques milligrammes. Il est impossible à ce stade de déceler quelques signes d'intelligence que ce soit. L'action est plutôt de type réflexe. Un neurone et vous êtes en vie,
2 neurones, vous bougez. Et avec le mouvement, des choses intéressantes commencent à arriver. La vie animale sur Terre remonte à plusieurs millions d'années. Et pourtant, la plupart des espèces n'utilisent que 3 à 5% de leur capacité cérébrale. Mais ce n'est que lorsqu'on arrive à l'être humain, qui est au sommet de la chaîne animale, qu'on peut enfin voir les capacités du cerveau utilisées de façon plus importante. 10%, ça peut paraître peu, mais c'est beaucoup quand on voit tout ce qu'on a fait avec. Parlons maintenant d'un cas particulier. Le seul être vivant à utiliser sa matière grise mieux que nous, le dauphin. On estime que ce formidable animal utilise près de 20% de ce que son cerveau a comme potentiel. Ce pourcentage le dote, entre autres, d'un système d'écholocation considéré comme plus performant que n'importe quel sonar inventé par l'homme. Mais le dauphin n'a pas inventé le sonar, il l'a acquis naturellement. Et de là découle le point le plus crucial de la réflexion philosophique que nous avons aujourd'hui. Pouvons-nous en conclure que l'humain s'intéresse davantage au fait d'avoir qu'au fait d'être ? Vous aurez la capacité de comprendre au-delà de notre univers. Je ne suis pas sûr que l'humanité soit prête pour ça. C'est comme si tout ce qu'il y a d'humain en moi disparaissait. Si vous suivez un enseignement passionnant de l'hindouisme, alors chaque être humain n'a pas seulement 2, mais 3 yeux. Le problème, pour la plupart d'entre nous, le 3e œil, secret, est bloqué. Nous avons oublié comment nous concentrer sur lui au cours de notre vie, de sorte que notre connexion intérieure avec notre chakra frontal s'est rompue. Mais comment réussir à stimuler le 3e œil? Et selon les croyances religieuses, que se passe-t-il une fois que notre œil caché est ouvert? Aujourd'hui, nous aimerions examiner de plus près ce sujet passionnant avec vous. Avant de nous lancer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour rester au courant de toutes nos futures vidéos. Et restez jusqu'à la fin pour découvrir l'une des choses les plus étranges que votre soi-disant 3e œil puisse faire. Le 3e œil. Comme nous l'avons déjà mentionné, le 3e œil est également connu sous le nom de chakra frontal. Dans de nombreux mouvements hindous, il existe une croyance selon laquelle chaque personne possède 7 chakras principaux. Dans le détail, il s'agit de centres énergétiques subtils situés entre notre corps physique et notre corps dit astral. Les 7 chakras décrivent une ligne verticale qui nous relie à la fois au ciel et à la terre. Par exemple, le chakra du cœur représente l'amour et nous donne la capacité de donner et de recevoir de l'amour. Le chakra dit sacré, quant à lui, nous permet de ressentir la joie. En gros, si l'un de nos centres énergétiques est bloqué, cela peut affecter notre vie mentalement et physiquement. Nous vous avons dit au début que le 3e œil est également fermé chez la plupart des gens. Mais comment savoir si c'est également notre cas? À cet égard, les sources pertinentes disent que, dans ce cas, nous avons beaucoup de mal à écouter notre voix intérieure. Les personnes dont le chakra frontal est fermé pensent et agissent donc de manière extrêmement rationnelle, en ignorant presque complètement leur intuition et leur instinct. À première vue, on pourrait penser qu'un mode de vie aussi réfléchi et contrôlé n'est pas mauvais du tout. En réalité, un tel blocage nous fait craindre d'essayer de nouvelles choses
et de nous en tenir à nos schémas habituels. Plus encore, un chakra frontal bloqué a même un effet négatif sur notre bien-être physique, favorisant la dépression, les maux de tête, les vertiges et les troubles du sommeil. Toutefois, si nous parvenons maintenant à activer notre œil caché, nous pourrons déclarer la guerre à tous ces maux. Mais ce n'est pas tout. Selon certaines théories, l'ouverture et l'utilisation de l'œil secret nous conduisent même dans des mondes de conscience supérieure dont nous n'osons même pas rêver actuellement. Activation du chakra du sourcil. Avant de découvrir les mondes passionnants dans lesquels nous pouvons pénétrer grâce à l'utilisation du troisième œil, nous devons d'abord clarifier une question fondamentale. Comment est-il possible d'ouvrir notre œil secret ? À cet égard, plusieurs facteurs doivent interagir. Cela implique également que nous ayons une alimentation saine et équilibrée. Selon ce principe, les aliments nocifs et les stimulants tels que l'alcool, la nicotine et la caféine rendent difficile le déblocage de notre chakra frontal. Si vous fournissez à l'enveloppe physique de votre âme des vitamines importantes et donc une nouvelle énergie, vous créez des conditions optimales pour l'ouverture du troisième œil. En outre, certaines couleurs, notamment le violet et le bleu indigo, peuvent aider à stimuler le centre énergétique correspondant. Les pierres de guérison aident également à stabiliser le déséquilibre de l'approvisionnement en énergie dans le corps. Afin de pouvoir traiter de manière adéquate les nombreuses impressions que nous absorbons au cours de notre vie quotidienne, un rythme de sommeil fixe est également essentiel. Des exercices réguliers de yoga et de méditation aident également à rétablir la connexion avec notre troisième œil. De nombreux hindous soulignent également la connexion avec leur chakra frontal de manière visuelle. Les points peints typiques entre les sourcils, les bindis, sont donc exactement là où se trouve le troisième œil énergétique. L'ouverture. Lorsqu'une personne est enfin en mesure d'ouvrir le troisième œil, comment sa vie sera-t-elle modifiée selon les enseignements pertinents ? Fondamentalement, les personnes dont le chakra frontal est activé peuvent avoir plus d'empathie pour les autres. On dit qu'elles ont une très bonne connaissance de la nature humaine. C'est pourquoi il leur est facile de démasquer les menteurs en un rien de temps. L'intuition joue également un rôle majeur dans ces cas-là. Vous pouvez à nouveau vous fier à votre voix intérieure sans vous inquiéter et prendre des décisions littéralement à partir des tripes. Cependant, l'ouverture du troisième œil présente d'autres avantages. Ainsi, la capacité générale de perception s'améliore, ce qui augmente aussi considérablement la mémoire et la concentration. Mais quel est le contexte de tous ces phénomènes agréables ? D'un point de vue hindou, notre chakra frontal est étroitement lié à la glande pinéale. Celle-ci est située à l'arrière du mésencéphale et est responsable, entre autres, de la production de mélatonine. Et même en dehors des croyances religieuses, si l'équilibre de cette hormone dite du sommeil est perturbé, cela a un effet négatif sur notre bien-être physique et mental. Dans le yoga, les sécrétions formées dans la glande pinéale sont appelées amrutam. Ainsi, cet amrutam peut être intégré dans le système interne afin d'améliorer la santé globale. En même temps, en raison de ses propriétés chanceuses, l'amrutam agit presque comme une drogue endogène. Cependant, il peut aussi être utilisé pour atteindre un tout nouveau niveau de perception. Selon certaines théories, l'activation du troisième œil devrait même permettre des visions et des expériences de clairvoyance. Si nous avons jusqu'à présent concentré notre attention sur les conceptions de cet œil caché influencé par les hindous, il est maintenant temps de nous intéresser aux autres groupes qui portent ce mystère mystique à un niveau supérieur. Le troisième œil et les extraterrestres ? En fait, ce symbolisme passionnant est loin d'être utilisé uniquement dans les rangs des hindous. C'est ainsi que les bouddhistes situent le troisième œil sur le front de Bouddha. De telles représentations sont également connues de la Mésoamérique. Il semble que le troisième œil symbolise souvent la capacité d'entrer en contact avec les sphères et les êtres spirituels auditifs. En conséquence, l'œil invisible représente toujours la connexion avec le grand inconnu. Par conséquent, l'hypothèse sous-jacente à ce symbolisme est que quelque chose existe au-delà de notre monde matériel que nous ne pouvons pas percevoir ou comprendre de manière conventionnelle. Souvent, le troisième œil représente la Terre, l'univers ou l'ensemble de la création. En matière de signes spirituels et de croyances, la route vers le préastronautique n'est une fois de plus pas loin.
Pour rappel, cette parascience est basée sur l'hypothèse que les anciens étaient en contact régulier avec des intelligences extraterrestres. Les visiteurs extraterrestres, ayant révélé des connaissances et des technologies secrètes aux terriens, ils étaient adorés par ces derniers comme des divinités surnaturelles. Voilà pour cette théorie très controversée. Appliquée au cas du troisième œil, certains préastronautes convaincus posent donc la question suivante. Et si l'œil secret incarnait en fait la connexion avec ces invités extraterrestres du passé? Alors que les courants d'influence hindoue associent encore étroitement le chakra frontal à la glande pinéale, dans les rangs des préastronautes, il est directement lié au thalamus. La raison en est que le troisième œil est représenté comme une structure en forme d'œuf dans de nombreuses illustrations anciennes. Et le thalamus apparaît également optiquement comme deux œufs de forme identique. En termes simples, il s'agit des régions du cerveau responsables de la transmission des informations provenant des récepteurs sensoriels. Certains chercheurs, qui étudient la stimulation du thalamus chez des patients dans le coma, ont proposé que cette région ait l'influence la plus importante sur la conscience humaine. Peu importe que ce soit par les yeux ou les oreilles, toutes les informations que nous recueillons par nos organes sensoriels primaires atteignent d'abord le thalamus. Là, elles sont à nouveau triées et transmises au cortex cérébral. Compte tenu des propriétés étonnantes du thalamus, certains esprits créatifs se demandent si ce n'est pas un cadeau extraterrestre qui nous a donné la vie. En d'autres termes, les extraterrestres auraient aidé à créer l'homme. Le troisième œil caché serait donc une sorte de lien grâce auquel nous pourrions un jour entrer en contact avec nos créateurs extraterrestres. Cette hypothèse explosive est censée être étayée par certains symboles que les anciens Égyptiens ont laissés à l'histoire. Il s'agit essentiellement de l'œil d'Horus. À l'époque, celui-ci était considéré comme un signe de protection, de santé et de pouvoir royal. Mais en même temps, ce symbole était aussi connu comme l'œil de la Providence, c'est-à-dire celui d'un dieu qui voit tout. Particulièrement étonnant, si l'on compare la forme pure du thalamus avec l'œil d'Horus, on ne peut nier des similitudes frappantes. Du point de vue actuel, il est toutefois difficile de reconstituer le contexte dans lequel ce symbolisme antique s'inscrivait réellement. Ce qui est certain en revanche, c'est que les représentations des yeux jouaient un rôle important dans la vie quotidienne des anciens habitants de l'Égypte. Le symbole correspondant était porté par de nombreux habitants des pharaons sous forme d'amulettes, avec laquelle ils voulaient se protéger du soi-disant mauvais œil. À l'époque du Nouvel Empire, les yeux magiques ont joué un rôle de plus en plus important dans la culture funéraire. De nombreux sarcophages et objets funéraires étaient décorés du symbole correspondant. Outre la religion, les Égyptiens utilisaient également l'œil d'Horus en médecine. Les rapports mathématiques des symboles servaient de guide aux médecins de l'époque pour doser leurs remèdes. Il est possible que l'œil d'Horus lui-même ait été utilisé dans le cadre d'un sort de guérison. La question de savoir si nous découvrirons un jour ce qui a réellement poussé les anciens Égyptiens à intégrer le légendaire œil dans leur vie quotidienne est littéralement inscrite dans les étoiles. Jusqu'à ce que nous obtenions une réponse à cette question passionnante, il y a encore beaucoup de place pour les spéculations les plus aventureuses. Dans une de mes vidéos aussi, je t'avais parlé de... genre, on m'aurait mis en mode le supplice de Tantale. Voilà, je vais pas te remettre l'extrait, mais si tu sais pas ce que c'est, t'auras qu'à regarder, ou si t'as vu les précédentes vidéos, tu sais de quoi je parle. Et donc, pour le supplice de Tantale, je te mettrai aussi un extrait. Tu vois, qui le supplice de Tantale fait aussi un écho à ce que je viens de t'expliquer avant, sur l'histoire de l'application qui, soi-disant, te proposerait des vidéos qui sont sur un format voilà de clips vidéo entre guillemets qui ne durerait que quelques secondes, et donc les quelques secondes rendraient les gens addicts, tu vois. Mais ça, je veux dire, ils ont pas inventé la poudre à canon à ce niveau-là, les gens qui ont développé cette application. Les gens qui ont développé TikTok n'ont jamais fait que reproduire finalement un format déjà existant. Et le format déjà existant, c'est le format des clips vidéo. Et les clips vidéo, je te fais pas un dessin, hein. Tu regardes n'importe quel clip vidéo que tu regardes à la télévision, quel que soit le, comment dirais-je, le thème ou le type du clip,
C'est-à-dire que soit un clip de rap, R&B, voilà, même de variété ou tout ce que tu veux, le format c'est le même pour tous les clips vidéo. Et le format c'est quoi? Le format c'est en fait une séquence d'images sur un clip vidéo ne dure pas plus de 3 secondes. T'auras qu'à prendre un chronomètre si tu me crois pas. Le format des clips vidéo, chaque séquence, c'est-à-dire quand je te dis une séquence, c'est une séquence qui n'est pas coupée. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est une séquence continue. Tu vois? Dire si le chanteur ou les danseurs ou ce que tu veux sont filmés avec une caméra, la caméra elle ne change pas d'angle. Tu vois, elle les filme pendant une certaine durée. Ben là, tu regardes sur tous les clips vidéo, hein, et je te dis ça parce que c'est une observation que j'ai faite malgré que moi-même j'étais un gros consommateur de clips vidéo aussi. Hein, t'as vu, je jette la pierre à personne quand je dis ça. Je dis juste que le format des clips vidéo, il est fait de telle manière que les gens qui regardent le clip, ils ont pas l'impression de s'ennuyer. Il faut pas que quand tu regardes le clip, t'aies l'impression de t'ennuyer. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas de t'ennuyer. En tout cas, il faut susciter ton attrait. Et pour susciter ton attrait, en tant que jeune ado ou jeune, voilà, futur adulte, j'ai envie de te dire, ou même adulte aussi, hein, en fait, il faut aiguiser ton appétit. Et ton appétit, il peut être aiguisé. Alors là, je vais te prendre le format que je connais bien, c'est-à-dire le format rap ou R&B ou hip-hop ou tout ce que tu veux. Le format qui est utilisé dans ce genre de clip, c'est comme évidemment les consommateurs de ce genre de clip, à majorité, c'est un public masculin. T'as aussi un public féminin, mais à majorité, c'est un public masculin. Et donc la composante qui est utilisée, c'est les meufs, les voitures, l'argent, la drogue éventuellement. C'est pas explicitement montré, mais un petit peu. C'est en mode pour le rock. À l'époque du rock, ils appelaient ça sexe, drogue et rock'n'roll. Ben là, pour le hip-hop, c'est sexe, drogue, voiture, meuf, argent. Tu vois? C'est un peu le délire, quoi. T'auras qu'à vérifier ce que je t'explique là, mais c'est ça en fait. Tu vois? Et de préférence dans un endroit ensoleillé avec une plage de sable fin, tu vois. Bon bref. Et si c'est pas une plage de sable fin, de toute façon, il y a une piscine qui la piscine est ornée de meufs que tu croises jamais dans la rue en fait. Hein. Tu vois, c'est ça l'idée aussi. Les meufs que tu vois dans les clips, tu les croises jamais dans la rue. Hein. Elles n'existent pas dans la rue. Quand tu marches dans la rue, il y a aucune des meufs des clips. Hein. Tu vois. Mais par contre, dans les clips, t'en vois plein des meufs comme ça que tu croiseras jamais dans la rue comme ça. Mais du coup, t'imagines bien hein, que les gens, quand ils regardent des clips comme ça, tu sais, c'est ça aussi. Tu vois. Les chaînes qui diffusent des clips musicaux ou même sur Internet, sur YouTube. Enfin voilà, je te fais pas un dessin. Les clips dont je te parle, tu sais de quoi il s'agit. Tu vois, j'ai pas besoin de te faire un dessin. Mais je te mettrai un extrait quand même, hein, histoire que si tu crois que je te raconte du pipeau, je te mettrai un extrait. Yeah. Shorty, I know what you need. I got everything you need. I promise I ain't gonna hold out, nigga. I'm gonna give it all to you, baby. Swear to God. Bust it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want. You know I got it, baby. If you give it to me, I'll give it to you. As long as you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want. You know I got it, baby. If you give it to me, I'll give it to you. As long as you want. Shh,
Mommy, listen, I feel your love for me, baby, and how it moved through you. I've been longing for the moment to talk the truth to you. I'm never home, I always get up and go, putting you through the unnecessary rigmarole. I never meant to put 1,000 pounds of stress on your head. I love the way we sleep and how we always cuddle in bed. Baby, I stay embracing your patience, shedding your tears with me. I ask you, my mommy, please continue to bear with me. We started out broke, constantly on the road, cutting up in the streets like we would never get old. Went from Lucy's and buses and 50-cent sodas and Novas to Hondas to Lexus to Rovers. Mad years past, still got each other back. Word is born, never screw none of these industry cats, boy. We like Skull and Molder, walking shoulder to shoulder, milking this game, watching our seeds getting older. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. As long as you want, you know I got it. Baby, give it to me, I'll give it to you. I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. As long as you want, you know I got it. Yes, you know I'll die for you, and you know I'll ride with you. I will always try with you, and give you my love and cry with you. Let's go. I will climb a mountain high until our love will touch the sky. So baby, come and get more close to me. This is where your love is supposed to be. C'est exactement ce que je te dis, tu vois. C'est-à-dire que chaque image, en fait, chaque vidéo, enfin chaque séquence dure 3 secondes, voire maximum 5 secondes. Mais bon, généralement, tu prends un chronomètre, ça va être 3 secondes. 3 secondes, voilà, on va te filmer une voiture, ça va changer de plan, tu vas voir un bout de téton, enfin, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est un peu le trip, quoi, tu vois. Et ça, c'est pour, entre guillemets, que ton esprit n'ait pas l'impression de s'ennuyer. Tu vois ce que je veux dire? Même des fois, hein, tu vois les chanteurs ou les chanteuses, voilà. Même si elles savent danser, elles sont toujours entourées de plusieurs danseuses. Et en plus de ça, la séquence, enfin, tu vois, le plan de coupe ne dure jamais plus de 3 secondes. Hein. Ce qui veut dire que tu peux faire un déhanché sur 3 secondes qui passera bien à l'image. Et voilà, après tu feras un autre déhanché sous un autre plan de coupe qui, voilà, et après tout ça mis bout à bout fait un clip de 3 minutes 30, 4 minutes, voilà, qui sera suffisamment attrayant pour le cerveau primaire, j'ai envie de te dire. Le cerveau qui analyse pas ce qui se passe devant lui, tu vois. Bref. C'est votre tout premier feu de camp. Je repars pas avec elle, ça sera malson je pense, parce que j'ai fait la broutille. Les 3 sont partis en vrille, complètement. Pour elle aujourd'hui je suis un déchet, je suis plus rien du tout, je suis voilà, un déchet, donc elle m'a acheté à la poubelle. J'ai envie de rentrer, basta. Allez, au cours! Au cours! C'est trop dur ce truc, ça va me tuer. Faut pas insister, c'est pas elle la femme de ma vie. Souhaitez-vous repartir ensemble ou séparément? Aujourd'hui, on
va commencer à parler des trucs qu'on a dans la tête sans même le savoir. Autrement dit, on va parler de cerveau, de conscience et d'inconscient, et n'en déplaise à un certain fumeur de cigares, non, on ne parlera pas de phallus. Désolé. Mais avant toute chose, je vous recommande fortement d'aller voir cette excellente vidéo de l'excellente chaîne Science Étonnante à laquelle j'ai eu l'honneur de prendre part. Donc il suffit de cliquer sur ce petit truc qui s'affiche là-haut, voilà, 3, 2, 1, c'est fini. Dans cette vidéo avec David, on a donné au mot conscience un sens fort, le sens que lui donnent généralement les philosophes. La conscience que j'ai par exemple d'une douleur est une expérience immédiate, intérieure, privée, subjective et absolument incommunicable. Ned Block, un philosophe contemporain dont on va parler longuement dans le dernier épisode de cette série, appelait ça la conscience phénoménale. Or, du point de vue scientifique, ce concept de conscience est assez problématique dans la mesure où sa définition même semble impliquer qu'on ne peut pas l'étudier objectivement. Vous le comprendrez d'autant mieux si vous avez bien saisi cette histoire de zombie qu'on raconte à la fin de la vidéo avec David. Un zombie philosophique, à ne surtout pas confondre avec son homonyme de film d'horreur, c'est l'hypothèse d'un individu biologiquement identique à un être humain, donc il réagirait, se comporterait et aurait la même activité cérébrale qu'un être humain, mais sans que toute cette activité soit accompagnée de conscience phénoménale. En somme, c'est juste une machine biologique sans véritable subjectivité. Cette hypothèse est-elle absurde en elle-même ou a-t-elle un sens? Voilà une question bien difficile. Et je veux attirer ici votre attention sur le fait qu'il est clair que la réponse ne peut pas venir d'une procédure de test objective qui permettrait de discriminer les zombies des humains. Par définition, aucun critère physique, biologique, comportemental quel qu'il soit ne permettrait d'assurer que tel être humain a bien une conscience phénoménale et n'est pas qu'un zombie. Je n'ai aucun moyen de savoir si mon monstre vert n'est pas qu'une peluche dénuée de toute intériorité. C'est triste. Du coup, les scientifiques ne devraient-ils jamais parler de conscience? Eh bien, de fait, ils ne s'en privent pas et ils n'ont pas tort, car on peut tout à fait parler de conscience d'un point de vue scientifique, pourvu que l'on comprenne ce mot en un sens plus étroit, et c'est ce que Ned Block appelait, pour la distinguer de la conscience phénoménale, la conscience d'accès. Mais pourquoi d'accès? Eh bien, je m'en vais vous l'expliquer, et du coup, on va aussi parler des trucs que notre cerveau voit sans qu'il nous prévienne de rien. Ça va être bien, et ça va me prendre plusieurs épisodes pour bien faire les choses. Qu'est-ce qu'une perception consciente? Par exemple, avez-vous conscience de ce que vous venez de voir? J'imagine que oui, si vous aviez les yeux devant l'écran et que vous étiez un minimum attentif, et pour preuve, à la question « Qu'est-ce que vous avez vu ?», vous seriez capable de me répondre correctement « Un éléphant rose ». Ah mais je savais pas que t'étais là, toi? Oui, et je note que tu ne m'as même pas invité sur ta vidéo de Science Étonnante. C'est abusé. En même temps, de nous deux, s'il y a un zombie, à mon avis, c'est toi. Ah ok, tout de suite les préjugés. Juste parce que je suis autrui, je suis un zombie. Mais tout zombie que peut-être tu es, je dois avouer que tu as bien répondu, c'était en effet un éléphant rose. Ainsi, il semble bien que tu as perçu l'image et surtout que tu as pu accéder de façon volontaire et contrôlée au contenu de cette perception. Ce qui t'a permis du coup de rapporter ce contenu en le décrivant verbalement. Oui. Enfin, j'ai vu un éléphant rose et puis je l'ai dit, quoi. Et c'est déjà pas mal, et en fait ça me suffit pour définir la conscience d'accès. On peut dire que ta conscience d'accès réside dans ta capacité à accéder à certains contenus mentaux, comme le contenu d'une perception, et à l'utiliser d'une façon contrôlée et volontaire. Et le principal critère de ça, du coup, c'est la rapportabilité, c'est-à-dire la capacité à faire un rapport de ce contenu. Un rapport verbal, typiquement, donc dire ce que tu as vu, ou par d'autres moyens, par exemple, tu aurais pu aussi bien dessiner ce que tu as vu. Alors tu veux un dessin. Vous voyez tout de suite que l'avantage de cette définition, c'est qu'elle ne fait pas de la conscience quelque chose de privé et d'absolument incommunicable. Je n'ai pas besoin d'être dans ta tête pour savoir de quoi tu es conscient, il me suffit de te le demander. Si tu peux rapporter le contenu de ta perception, c'est que celui-ci est conscient, et si ce n'est pas le cas, c'est inconscient. Alors il faut bien distinguer deux cas. Tu pourrais ne pas avoir vu l'éléphant rose pour la simple et très bonne raison que tes yeux n'étaient même pas ouverts au moment où l'image s'est affichée. Autrement dit, dans ce cas, il n'y aurait pas eu du tout de perception. Pas de perception, pas de conscience. Pas de conscience, pas de conscience. Mais il n'y a pas lieu de parler d'inconscient dans ce type de cas. Par contre, il y a des cas où la perception a bien lieu, au sens où l'information sensorielle est bien captée et traitée dans le cerveau, mais où cependant celle-ci reste inconsciente, au sens où le sujet n'a pas accès au contenu de cette perception. Il n'est pas capable de rapporter ce contenu. C'est dans ce type de cas qu'on va parler de perception inconsciente. L'inconscient en ce sens renvoie à toute l'activité mentale, à tous les états mentaux auxquels le sujet n'a pas directement accès. Et contrairement à ce que suggérait un Autrichien fameux, il n'y a aucune raison particulière de croire que ces contenus concernent principalement des pénis en érection. Il y a un exemple très simple et très étudié de perception inconsciente, celle que produisent les stimuli subliminaux. Ah ouais, c'est les messages cachés dans les pubs pour nous manipuler. Alors il y a beaucoup de fantasmes autour des images subliminales, en particulier dans le marketing, comme s'il suffisait de marteler quelques messages pour vous forcer à acheter n'importe quoi. Tu as fait une idée comme ça, tu voudrais pas le vendre ton monstre vert? On doit ce mythe de la publicité subliminale au publicitaire James Vicary qui, en 1957,
2017 avait prétendu qu'après avoir projeté subliminalement Eat Popcorn et Drink Coca-Cola pendant une séance de cinéma, les ventes de popcorn et de Coca-Cola dans les salles avaient augmenté significativement. Mais il admit quelques années plus tard que c'était une pure invention. Et de fait, il n'y a encore aujourd'hui aucune preuve solide d'un effet de ce genre exploitable à des fins publicitaires. Si vous entendez parler ici ou là d'expériences spectaculaires, méfiez-vous. Il y a dans ce domaine beaucoup d'expériences plus ou moins bien conduites et souvent beaucoup d'échecs dans la réplication des résultats. Ce qui ne veut pas dire que les stimuli subliminaux sont sans effet, je vais en parler un peu plus loin, mais ces effets sont plutôt très subtils et limités, ce qui rend leur étude assez difficile. Bon, déjà, à strictement parler, subliminal signifie sous le seuil et plus exactement sous le seuil de conscience. Donc pour qu'un stimuli soit considéré comme subliminal, il faut que le sujet n'ait même pas conscience d'y avoir été exposé. Du coup, un truc comme ça, c'est pas une image subliminale, c'est juste une image qui va très vite. Pour qu'une image projetée sur un écran soit considérée comme subliminale, il faut la masquer et diminuer son temps d'exposition à tel point que même en regardant attentivement l'écran, vous ne soyez pas conscient qu'une telle image a été projetée. Et pourtant, dans certains cas, vous aurez bien perçu l'image, vous aurez identifié son contenu, vous aurez même lu le mot si c'est un mot qui a été projeté, mais seulement tout ça se sera produit de façon inconsciente. Mais au fond, qu'est-ce que t'en sais? On pourrait aussi bien dire qu'il n'y a pas eu de perception du tout. Au fond, voir quelque chose sans savoir que je le vois, ça me paraît presque absurde. Eh bien, essayons de voir ce que les sciences ont à nous dire à ce sujet. L'un des effets des images subliminales les mieux étudiés concerne la reconnaissance faciale des émotions. Si je vous montre même très rapidement cette image, vous aurez immédiatement identifié que c'est un visage et que ce visage exprime la peur. Dans notre cerveau, les réactions, disons, instinctives de peur passent par l'amygdale, un noyau pair qui se trouve juste là et qui n'a rien à voir avec celle qu'on a dans la gorge. Et il n'est donc pas surprenant qu'au moment où je vous montre ce visage effrayé et donc effrayant, cette partie du cerveau soit activée. Mais ici, l'image présentée est accessible à la conscience et l'on pourrait se demander que se passe-t-il si on la présente de façon subliminale. Prenons deux groupes à qui l'on fera réaliser une tâche devant un écran et l'on surveillera de près les amygdales de chacun. Le premier groupe, le groupe témoin, est exposé durant cette tâche à des images subliminales de visages neutres, tandis que le second groupe, le groupe test, est exposé dans les mêmes conditions à des images subliminales de visages effrayés. À la fin de la tâche, les individus des deux groupes ne rapportent avoir vu aucun visage, ces images sont bien subliminales, sous le seuil de conscience, donc impossible à rapporter. Subjectivement, les individus des deux groupes rapporteront avoir eu la même expérience. Par contre, et c'est ce qui est étonnant, on détecte à l'IRM, peu après l'exposition aux images subliminales de visage, une augmentation de l'activité de l'amygdale chez les individus du second groupe par rapport au premier. La réaction instinctive de peur face au visage semble bien s'être amorcée, même si c'est resté inconscient. Cela met clairement en évidence que les images subliminales ont bien eu un effet sur l'activité cérébrale de ces individus, et cet effet est lié au contenu de l'image, un visage effrayé, ce qui suppose donc que ce contenu a été perçu et identifié. En somme, l'information visuelle de l'image subliminale a bien été captée par les yeux, transmise par le nerf optique et traitée dans le cerveau où elle a été identifiée comme un visage exprimant la peur, et c'est un traitement de l'information relativement complexe au fond. En ceci, on peut vraiment parler d'une pensée de l'image. Mais tout ce traitement a eu lieu en dehors des circuits conscients. Les sujets n'étaient pas capables de rapporter le contenu de ces images qui ont pourtant été identifiées dans une partie de leur cerveau. Les sujets ont pour ainsi dire vu avec leur cerveau sans voir avec leur conscience. Ou plus exactement, sans avoir eu consciemment accès au contenu de cette perception. C'est fou quand même. Je me dis que la moindre des choses, ce serait de pouvoir savoir ce qui se passe dans mon cerveau, non ? C'est moi le chef. Mais justement, on ne va pas déranger le chef pour tout et n'importe quoi. Les données sensorielles sont extraordinairement riches et le spectre de ton attention est extrêmement limité, ne t'en déplaise. Tu disais? C'est un peu comme un écran d'ordinateur, il vaut mieux ne pas afficher à chaque instant toutes les données du disque dur et toutes les opérations que fait ton ordinateur. Ce serait juste illisible et inutile. Et d'ailleurs, la comparaison cerveau-ordinateur mérite d'être filée, d'autant plus que c'est finalement le même type de choses que font l'un et l'autre, à savoir du traitement d'informations. Même si c'est beaucoup plus complexe dans le cerveau, évidemment. On pourrait dire que ce qui est actuellement affiché à l'écran, c'est comparable à ce à quoi on fait attention, ce qui est immédiatement présent à la conscience. Et l'espace y est très très limité. Les données auxquelles tu peux accéder en quelques clics, c'est ce qui est conscient, au sens de ce qui est accessible à la conscience, même si ce n'est pas immédiatement présent. C'est beaucoup plus large, mais ça reste aussi assez limité en fait. Et tout le reste, c'est ce qui est inconscient. Et dans ton ordinateur, il y a énormément de données et de traitements de données auxquels tu n'as pas accès, et peu importe, ça ne marche pas moins bien. Donc dans ta comparaison, une image subliminale, c'est comme un fichier temporaire qui a été créé, traité et supprimé très rapidement sans que l'utilisateur y ait eu accès. Par exemple, oui, bien sûr ce genre de comparaison n'est pas parfaite, mais ça donne souvent un éclairage intéressant. J'avais jamais pensé au fait que mon ordinateur avait un inconscient. Et normalement, cet inconscient-là non plus n'est pas rempli de pénis en érection.
J'espère. Il y aurait tellement de choses à dire sur ce que l'on comprend du fonctionnement du cerveau et de ses différentes aires et de ce qui est conscient ou non dans tout ça, mais ça ne tiendra certainement pas en un seul épisode, du coup on va en rester là pour aujourd'hui et je promets d'y revenir bientôt. On parlera des gens qui ne reconnaissent plus leurs femmes ou qui prennent leurs femmes pour des sosies, des aveugles qui voient sans le savoir, et enfin du super argument des super blindsiders de NetBlog, des sortes de super zombies. Bref, ce sera drôlement chouette. Allez, toi il t'a pris pour la vidéo de Science Étonnante? D'accord, merci. Et il est sympa, Bruce. Merci d'avoir regardé cet épisode, le premier d'une série qui rejoint la liste des séries qu'il me faut conclure, et mon dieu que c'est difficile et pourquoi n'y a-t-il que 24 heures par journée? Mais je vais y arriver, c'est promis, bientôt. Si vous voulez aller plus loin sur la conscience et l'inconscient dans les sciences cognitives, je vous conseille les cours de Stanislas Dehaene au Collège de France, en particulier ceux de 2008, 2009 et 2009-2010, mais vous pouvez en regarder plein d'autres évidemment. Et pour profiter de tout cela, vous pouvez soit voyager dans le temps pour y assister directement, ou bien vous contenter des enregistrements disponibles sur le site du Collège de France. C'est comme vous voulez. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, activer la petite cloche si vous voulez qu'on soit intime et que je vous envoie des petites notifications de temps en temps. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee et c'est ma principale source de rémunération, donc merci, merci et 3 fois merci à tous les tipeurs, petits et grands. Au moment où j'enregistre ça, le vote des tipeurs pour le prochain épisode est justement très serré entre le supplément novlangue et le supplément moral. Un grand merci à David pour m'avoir proposé la collaboration sur son épisode que je vous recommande à nouveau. C'était un plaisir et je pense que ça fait une excellente introduction à la philosophie de l'esprit contemporaine, chose utile s'il en est. Sur ce, je m'en vais me taire car à peu près tout est dit. Portez-vous bien et je vous souhaite de profiter pleinement de vos expériences conscientes si vous en avez. Ouais, donc là, je vais passer à la séquence symbolisme. Donc là, sur la séquence symbolisme, dans la précédente vidéo, je t'avais dit que je te parlerais du Chen et de l'Ankh. Mais c'est vrai que j'ai plus mis l'accent sur le Chen. Donc là, pour l'Ankh, je vais pas te faire des explications. Je te mettrai un extrait vidéo qui parle de ce qu'est l'Ankh, en fait. Au niveau des Égyptiens, tu vois. Généralité sur Ankh. L'Ankh est l'un des symboles les plus célèbres de l'Égypte ancienne, connu sous le nom de clé de la vie ou la croix de la vie, et date de la première dynastie vers 3150-2613 avant Jésus-Christ. Ankh était représenté sous la forme d'une croix surmontée d'un arc, parfois ornée de symboles et d'ornements décoratifs, mais le plus souvent d'une simple croix en or. C'est un symbole hiéroglyphe et égyptien signifiant vie ou souffle de vie, car les Égyptiens croyaient que le voyage terrestre d'une personne n'était qu'une partie de la vie éternelle. L'Ankh symbolisait à la fois l'existence mortelle et la vie à titre posthume. C'est l'un des symboles les plus anciens de l'Égypte ancienne, communément vu aux côtés des symboles de Djed et Uat, portés par diverses divinités égyptiennes dans les peintures et inscriptions funéraires, et portés par les Égyptiens comme amulettes. Le lien de l'Ankh avec l'au-delà en a fait un symbole particulièrement puissant pour les chrétiens coptes d'Égypte, qui se sont appropriés l'Ankh au 4e siècle après Jésus-Christ. Si aujourd'hui certains croient au sacrifice et à la résurrection du Christ, alors l'utilisation de l'Ankh comme symbole de la promesse de la vie éternelle du Christ est très probablement à l'origine de l'utilisation de la croix comme symbole de la foi par les chrétiens d'aujourd'hui. En symbole de vie, la croix Ankh était facilement assimilée à la foi chrétienne primitive et est restée un symbole de cette religion. Le poisson aussi était utilisé par les premiers chrétiens de Rome et d'ailleurs comme symbole de fertilité, signe de foi. Ils n'avaient pas pensé à utiliser l'image de la croix, une forme d'exécution familière. De la même manière que tout le monde porte aujourd'hui une amulette représentant la chaise électrique. Origine et signification de l'Ankh. L'origine de la croix Ankh est inconnue. De plus, elle varie d'un égyptologue à un autre. L'égyptologue Sir Alan Anderson Gardiner pense que le symbole de l'Ankh a évolué à partir d'une sangle de sandale avec une boucle supérieure qui entourait la cheville et un montant vertical attaché à la semelle de l'orteil. Gardiner, l'égyptologue, est arrivé à cette conclusion parce que le mot égyptien pour sandale est NKH, qui est dérivé de la même racine que Ankh. Et que les sandales faisaient partie de la vie quotidienne dans l'Égypte ancienne, et parce que le signe Ankh était partie complètement intégrante de la vie dans l'Égypte ancienne, donc signe qui symbolisait la vie. Cependant, cette théorie n'a jamais été largement acceptée. L'un des égyptologues ayant abordé le sujet est Ernest Alfred Thompson Wallis Budge.
Il était un égyptologue, orientaliste et philologue anglais qui a travaillé pour le British Museum et a publié de nombreux ouvrages sur le Proche-Orient ancien. Il fait de nombreux voyages en Égypte et au Soudan pour le compte du British Museum pour acheter des antiquités qui l'aident à constituer sa collection de tablettes cunéiformes, de manuscrits et de papyrus. Il a par ailleurs aussi publié de nombreux livres sur l'égyptologie aidant à faire connaître les résultats de ses recherches à un public plus large. En 1920, il est fait chevalier pour ses services rendus à l'égyptologie et au British Museum. Sa théorie prétend que l'Ankh proviendrait de la boucle de ceinture de la déesse Isis. Elle n'a jamais été largement acceptée. Wallis Budge, a identifié l'Ankh avec le symbole égyptien Tayet, le nœud d'Isis, une ceinture cérémonielle censée représenter les organes génitaux féminins et symboliser la fertilité. Cette théorie selon laquelle l'Ankh est à l'origine un symbole de fertilité est cohérente avec son importance dans l'histoire de l'Égypte ancienne et jusqu'à nos jours. La théorie de Wallis revendique et souligne la similitude du symbole Tayet, le nœud d'Isis, symbole de fertilité et l'utilisation des deux autres symboles de l'histoire de l'Égypte ancienne. L'Ankh a toujours été associé à la vie, à la promesse de la vie éternelle, au soleil, à la fertilité et à la lumière. Dans son livre intitulé Illustrate Signs and Symbols, Sourcebook N A to Z, Compendium of More 1000 Designs, l'experte Adèle Nozedar écrit « Le volume de signification que l'on peut extraire d'un symbole aussi simple est impressionnant. L'Ankh représente les organes génitaux masculins et féminins, le soleil qui franchit l'horizon et l'union du ciel et de la terre. Cette association avec le soleil signifie que l'Ankh est traditionnellement dessiné en or, la couleur du soleil, et jamais en argent, qui se rapporte à la lune. Mais si l'on met de côté la complexité de ces éléments distincts, à quoi ressemble l'Ankh? Sa ressemblance avec une clé donne un indice sur une autre signification de ce symbole magique. Les Égyptiens croyaient que l'au-delà avait autant de sens que le présent et l'Ankh fournissait la clé des portes de la mort et de ce qui se trouvait au-delà. Pour cette raison, l'Ankh joue un rôle important dans les peintures et les inscriptions des tombes. On voit souvent des déesses telles qu'Anubis et Isis placer l'Ankh sur les lèvres des âmes de l'au-delà pour les raviver et les ouvrir à l'au-delà. De nombreuses peintures de tombes contiennent un Ankh. L'Ankh est associé à l'au-delà et aux dieux, ce qui en fait un symbole important sur les cercueils, les amulettes et les sarcophages. L'Ankh est la déesse Isis. L'Ankh a gagné en popularité en Égypte au début de la dynastie en raison de la montée du culte d'Isis et d'Osiris. L'association de l'Ankh avec le symbole de la fertilité Tayet est confirmée par les premières images d'Isis portant la ceinture Tayet avant l'apparition de l'Ankh. Le culte d'Osiris était le plus populaire en Égypte. Le culte d'Isis, qui raconte la même histoire et promet les mêmes récompenses, a pris sa place. Osiris a continué à être très admiré, mais au fil du temps, il est devenu un personnage mineur dans les histoires de sa résurrection et de sa renaissance. Osiris était un dieu mort et ressuscité qui a donné la vie aux autres. Isis, alors déesse mère associée à la fertilité, fut associée à Osiris, une épouse dévouée qui sauva Osiris d'être tué par Seth et le ramena à la vie. L'égyptologue Flinders Petrie, dans son livre intitulé La religion de l'Égypte ancienne, a écrit « Isis s'est attachée très tôt au culte d'Osiris et apparaît dans les mythes ultérieurs comme la sœur et l'épouse d'Osiris, mais elle est toujours restée sur un plan très différent de celui d'Osiris. Son culte et son sacerdoce étaient beaucoup plus populaires que ceux d'Osiris. Les personnes portaient son nom beaucoup plus souvent que celui d'Osiris et elle apparaît beaucoup plus souvent dans les activités de la vie. Son union avec le mythe d'Osiris n'a nullement supprimé sa position indépendante et son importance en tant que divinité, mais elle lui a conféré une dévotion beaucoup plus répandue. L'union d'Horus avec le mythe et l'établissement d'Isis comme déesse mère a été le principal mode de son importance dans les temps ultérieurs. Isis, en tant que mère nourricière, est rarement présentée jusqu'à la 26e dynastie. Ensuite, le type est devenu continuellement plus populaire jusqu'à ce qu'il dépasse toutes les autres religions du pays. De nombreux dieux d'Égypte sont représentés tenant l'Ankh, mais Isis plus souvent que la plupart quand même. Avec le temps, Isis est devenue la déesse la plus populaire d'Égypte, et tous les autres dieux étaient considérés comme de simples aspects de cette divinité, la plus puissante et la plus complète. Le culte d'Isis promettait la vie éternelle par la résurrection personnelle. De la même manière qu'Isis avait sauvé son mari Osiris de la mort, elle pouvait sauver ceux qui plaçaient leur foi en elle. L'association de l'Ankh avec une déesse aussi puissante lui conférait une signification plus grande, dans la mesure où il était désormais lié spécifiquement à la grande déesse qui pouvait sauver l'âme d'une personne et subvenir à ses besoins dans l'au-delà.
L'histoire de l'utilisation de l'encre. L'importance de l'encre réside dans la reconnaissance immédiate de la signification du symbole. Même ceux qui ne savaient pas lire étaient capables de comprendre le symbolisme d'objets tels que le djed ou l'encre. L'encre égyptien n'a jamais été uniquement associé à Isis. En effet, de nombreux dieux sont représentés portant le symbole, mais lorsque le djed fut associé à Osiris, l'encre fut davantage associé à Isis et son culte. À l'époque de l'Ancien Empire, dans les environs entre 2613 et 2181, avant notre ère, l'encre était bien établi comme un puissant symbole de vie éternelle. Les morts étaient appelés Ankou, qui signifie avoir la vie, et les cercueils et sarcophages, régulièrement ornés du symbole, étaient appelés Neb Ankh, qui veut dire posséder la vie. Au cours du Moyen Empire, entre 2040 et 1782 avant Jésus-Christ, le mot ankh était utilisé pour les miroirs et un certain nombre de miroirs à main furent créés en forme d'ankh. Le plus célèbre était celui trouvé dans la tombe de Toutankhamon. L'association de l'ankh et du miroir n'est pas le fruit du hasard. Les Égyptiens croyaient que l'au-delà était une image miroir de la vie sur Terre, et les miroirs étaient censés avoir des propriétés magiques. Pendant le festival des lanternes de la déesse Ness, une autre divinité associée à l'Ankh, toute l'Égypte ancienne, brûlait des lampes à huile pendant la nuit pour refléter les étoiles du ciel et créer une image miroir des cieux sur la terre. Et donc en plus de ça, ouais, je te remettrai quelques captures d'écran pour là on va croire que je fais une fixette sur le comment dire, sur la gravure mésopotamienne là. Tu vois, t'auras compris hein. La gravure mésopotamienne, la meuf c'est Inanna ou Ishtar ou tu vois, elle a plusieurs noms en fonction de la région dans laquelle elle était vénérée. D'accord? Et donc là, moi je vais te le dire comme ça, je vais te dire un mot en particulier. Et donc je te mettrai un extrait de page Wikipédia pour ça aussi. Mais je vais te dire les fémènes. Et quand je te dis les fémènes, en tant que français, tu sais un petit peu de quoi ça parle. Tu vois, parce que dans d'autres pays, elles s'appellent autrement. Elles s'appellent pas les fémènes. Voilà, par exemple, je vais te prendre l'exemple de la Russie, par exemple. Elle s'appelle les Pussy Riot. Mais bref, c'est le principe des fémènes en France, tu vois. C'est le même délire. Et donc, les fémènes en France, la revendication, c'est, voilà, par exemple, je te mettrai pas d'extrait de fémènes, hein. Tu sais de quoi ça parle quand je te parle des fémènes. Mais une des vidéos que j'avais vues il y a pas longtemps, voilà, c'est les fémènes qui voilà, revendiquaient les problèmes de féminicide, d'accord? Et les féminicides, c'est voilà,
les maris qui butent leurs femmes, enfin voilà, tu vois, c'est un truc comme ça, quoi. Bref. Mais du coup, le format de revendication visuelle, pour qu'il soit suffisamment choquant pour attirer l'attention, c'est des meufs seins nus, tu vois, des meufs seins nus, voire même seins nus et en slip, quoi, en slip, mais voire même des fois comment dire, leur corps est recouvert d'une peinture couleur chair, et donc le slip aussi, qui fait que t'as l'impression que les meufs sont à poil, quoi, tu vois. Bref. Mais du coup, ça fait un écho à cette histoire de gravure mésopotamienne, là, où finalement, le personnage central de la gravure est un personnage féminin, hein. Voilà, c'est visible. Mais en plus de ça, elle est toute nue, quoi. Elle est pas habillée, tu vois. J'ai envie de te dire, les fémènes font presque un écho au niveau du 21e siècle à cette gravure mésopotamienne, hein. Compte tenu du format d'exposition quand elles font des revendications. Et en plus, pour enfoncer le clou, j'ai envie de te dire, la présidente des Femen, elle s'appelle comment? Je vais pas te dire son nom de famille, t'as qu'à chercher, mais son prénom c'est Ina. I-N-N-A. Donc je t'ai expliqué déjà. Hein. Pour la gravure mésopotamienne, au niveau des Sumériens, la gravure mésopotamienne, la divinité qui représentait s'appelait Inanna. Hein? Inanna, enfin tu vois ce que je veux dire. Hein. Bref. Quand je te dis ça, de toute façon, ça devrait percuter dans ton esprit immédiatement. Hein, tu vois. Bref. Alors commençons la petite découverte des planètes. Nous avons tout d'abord Mercure. Mercure, c'est la planète la plus proche du Soleil et aussi la plus petite planète du système solaire et la plus rapide. Dans la mythologie romaine, Mercure est le messager des dieux et le protecteur des commerçants. En astrologie, Mercure est la planète de notre intellect, de ce qui se passe en haut dans notre tête, de l'intelligence, de la réflexion, de la communication. Elle symbolise notre esprit, les mots, les pensées, l'écriture, le discours logique et les idées. Cette planète explique comment on formule nos paroles, quel est en fait notre système de communication. Ensuite, nous avons Vénus. Vénus est l'une des planètes les plus proches du Soleil. On la surnomme aussi l'étoile du berger. Du point de vue de sa taille, elle est très semblable à la Terre. Dans la mythologie romaine, Vénus est la déesse de la beauté et de l'amour. C'est l'équivalent de la déesse grecque Aphrodite. C'est la planète qui aura à faire avec votre affectivité et ce que vous allez éprouver du côté sensible, du côté des sentiments. Alors, Vénus est associée à l'élément air et il gouverne les signes du taureau et de la balance. Ouais, la vidéo là, je la fais courte, hein, de toute façon. Voilà. Je pense avoir plus ou moins t'avoir mis sur plusieurs pistes et sur la voie de plein de choses.
Donc voilà, hein, je vais pas, comme je t'ai expliqué. C'est pas, voilà, je te fais pas une explication, voilà, de A à Z. Hein. Parce que comme je t'ai expliqué, pour que tu y crois, de toute façon, faut que tu investigues tout seul, tu vois. Mais je vais quand même te donner aussi une piste de réflexion par rapport aux barbouzeries sanitaires, tu vois. Et pour ce qui est des barbouzeries sanitaires, il faut que tu comprennes un truc. En plus des barbouzeries, enfin, en dehors des barbouzeries de type médical, purement médical, tu vois. C'est-à-dire, voilà, on te balance un truc dans le corps qui va faire partir en sucette quelque chose dans ton corps. Mais en plus de ça, t'as de la barbouzerie sanitaire qui peut être de type, je dirais, ésotérique. Et quand je dis ésotérique, je te mettrai un extrait par rapport à ça. Voilà, parce que je vais pas rentrer dans plus d'explications sur la thématique, tu vois. Je pense que tu as déjà vu suffisamment de films qui traitent du sujet. Et voilà, moi-même, t'as vu, n'étant pas un pratiquant de ce genre de choses, voilà, je peux pas t'expliquer le truc en long, en large, en travers. Mais dans l'extrait que je vais te mettre, ça devrait quelque part te faire percuter, j'ai envie de te dire, sur la thématique en question. Qui, comme je t'ai dit, c'est de la barbouzerie sanitaire, mais qui est pas directement médicale, tu vois, ou en tout cas, il faut que ce soit la conjonction de deux choses. Médical, donc quand je dis médical, c'est qu'en fait, genre, on te fait ingérer un produit, mais en plus de ça, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit fait à côté pour que finalement la barbouzerie sanitaire atteigne son but. Tu comprends? Bref. Dans les extraits que je vais te mettre, tu devrais comprendre rapidement le propos. Ok. Les Égyptiens de l'Antiquité possédaient une arme secrète dans leur combat contre les malheurs du quotidien. Pendant des milliers d'années, la magie a permis aussi bien aux rois qu'à la population de s'assurer santé, fortune, succès au combat et en amour. Le but de ces envoûtements d'amour était surtout sexuel. L'amour n'avait pas grand-chose à voir là-dedans. Après la disparition du dernier pharaon, les anciens rites perdurent. Et la magie reste un outil puissant au cours des époques chrétiennes et islamiques. Cet ancien remède appelé le lait d'Isis était très connu encore au Moyen-Âge, et ce jusqu'au début de la médecine moderne. L'Égypte, pays des dieux et de la magie. À notre époque, le terme magie évoque des rituels interdits, des rites maléfiques accomplis par des sorciers diaboliques, à des fins peu recommandables. Mais dans l'Égypte ancienne, la réalité était tout autre. Du pharaon aux paysans, tous considèrent la magie comme un outil puissant contre la malchance. La magie est surtout une religion pratique, très terre à terre. Elle colle à la vie quotidienne. Les gens s'en servent pour obtenir ce dont ils ont besoin, pour réaliser leurs souhaits, leurs espoirs, et pour lutter contre leurs peurs. On trouve des formules magiques pour accroître les récoltes, et d'autres qui s'appliquent en complément de la médecine traditionnelle. Mais aussi de nombreuses incantations à proférer contre des personnes ou contre des familles entières. Et à partir du règne de Ramsès, apparaissent les envoûtements d'amour. Du point de vue des Égyptiens, la magie est aussi ancienne que le cosmos. Ils la considèrent comme l'étincelle qui a permis la création. Selon les plus célèbres mythes égyptiens, le dieu Ré-Atoum a créé le monde en nommant chaque chose. C'est son premier fils, Eka,
qui insuffle l'énergie vitale dans ses mots et qui donne vie au cosmos et à toutes les divinités. Le rôle d'Hécate est de donner force à tout ce qui n'est encore que visuel. Nous pensons d'ailleurs que le nom Hécate signifie « celui qui bénit les images », qui leur donne leur fonction et apporte la vie. Hécate est donc capable de créer physiquement les choses, à partir de leur nom ou de leur image. C'est le pouvoir du dieu Héca qui permet de rendre réelles les représentations d'offrandes destinées aux morts. C'est le pouvoir magique d'Héca qui permet à travers ces inscriptions que l'esprit du pharaon défunt accède à la vie éternelle. Et c'est aussi Héca qui permet aux formules d'envoûtement de s'accomplir. Il représente la force qui a permis à l'univers d'être créé. En s'appropriant rituels et formules magiques, en se familiarisant avec les anciennes croyances, certains accèdent en toute légitimité au pouvoir d'Hécate et en font usage. Pendant plus de 3000 ans, le pouvoir magique d'Héca est déclenché par des rituels officiels, destinés à protéger le pays, ainsi que par les incantations prononcées par les gens ordinaires. Les rites magiques se divisent en 3 éléments. Il y a d'abord le rituel, c'est ce qu'on fait. Puis les incantations, c'est-à-dire ce qu'on dit. Et enfin, les objets utilisés au cours du rituel. Ils disposent tous d'un pouvoir magique. Les objets de culte peuvent être des amulettes confectionnées par des artisans ou des éléments organiques, comme des langues de lézard ou du sang de taureau. Ils ont généralement une valeur symbolique. Ce bracelet est composé de représentations de coquillages appelés choris. On s'en servait dans les rites de fertilité car leur forme rappelle le sexe féminin. On trouve des formules magiques datant de la période gréco-romaine de l'Égypte, qui se situe entre -300 avant Jésus-Christ et l'an 400 de notre ère. Elles concernent divers problèmes comme la santé, le commerce, l'amour. Pour que le charme fonctionne, il faut rassembler plusieurs éléments comme les yeux d'un singe, un clou provenant d'une épave de bateau ou des larmes d'âne. Les formules magiques reflètent souvent l'époque à laquelle elles ont été écrites. Un ingrédient apparaissait souvent dans les enchantements. C'était du sang de gladiateur. Si vous en recueillez et que vous en mettez un petit peu dans votre boisson, elle vous donne pouvoir, force et colère. Dans les formules magiques, en plus de l'explication du pouvoir qu'elles renferment, de la liste des ingrédients et des amulettes à utiliser, on trouve assez fréquemment un texte narratif appelé historiola. Il s'agit la plupart du temps d'histoires retraçant la vie des dieux. C'est le récit d'événements mythiques. Il est répété plusieurs fois, mais ce n'est pas pour s'assurer que les gens comprennent bien l'histoire. Il met en scène des grandes forces, et en les répétant à plusieurs reprises, on libère ce pouvoir. On lui permet de sortir des lignes du récit. On a alors une chance d'être investi de la puissance des événements relatés. Un rituel magique peut consister tout simplement à disposer quelques statues votives, des offrandes de nourriture, des morceaux de plantes ou d'autres objets sur un petit autel et à réciter des incantations magiques. S'il s'agit d'un sortilège, les objets utilisés pendant le rituel destinés à contrôler ou à nuire à quelqu'un sont souvent ligotés, écrasés, brûlés ou même fondus. Lorsqu'un sort vient d'être jeté, la formule magique est souvent enterrée dans un cimetière abandonné. Pour que la colère des défunts, que plus personne ne vient honorer, ne se retourne contre la victime du sortilège, ils choisissaient d'anciennes tombes, sur lesquelles on ne déposait plus d'offrandes depuis longtemps. Les endroits les plus indiqués pour enterrer ces formules étaient donc les cimetières abandonnés. Il existe des formules magiques pour tous les cas de figure. Certaines permettent d'améliorer la mémoire, de gagner au dé, de convaincre un client, de provoquer un accident de char et même de donner à un rival l'apparence d'un âne.
La plupart des formules magiques se présentaient comme des formulaires avec un espace vierge pour inscrire votre nom. Vous achetiez un sort et vous y écriviez le nom de votre mère, car c'était la clé qui permettait de remonter dans votre généalogie. Parmi les formules d'envoûtement qui ont survécu à travers les siècles, nous avons trouvé celle-ci qui date de l'époque de la domination romaine. Elle est destinée à un pêcheur du nom de Sévérus. Au début de ce texte sont relatées toutes les grandes histoires de pêcheurs. C'est l'historiola. On y raconte des événements qui sont devenus des mythes. À la fin, on peut lire « Et puisque la pêche a été si bonne pour tous les autres, qu'il en soit de même pour Sévérus, fils de Johanna. » Mais le vœu de Sévérus ne s'arrête pas là. Il veut également être doté d'une voix enchanteresse et être célébré pour son talent de chanteur. Ne les laisse pas me regarder partir, mais qu'ils scandent mon nom pour que je revienne chanter. Qu'ils ferment leur magasin pour assister à mon spectacle. L'image que nous nous faisons de Sévérus est celle d'un pêcheur frustré, las de lancer ses filets, qui désire devenir une vedette de la chanson et qui demande aux dieux et aux déesses d'intercéder en sa faveur, car sa voix n'est sans doute pas terrible. Nous ne saurons sans doute jamais si l'envoûtement a fonctionné, mais la foi dont cet homme fait preuve a été célébrée par les Égyptiens pendant 3000 ans. Les Égyptiens ont recours à la magie en n'importe quelle circonstance. Les formules utilisées sont littéralement calquées sur les premiers sorts jetés dans l'Égypte antique avec l'accord des pharaons. Ces sortilèges étaient destinés à écraser les ennemis étrangers. La vallée du Nil est un miracle vivant, un espace fertile au milieu d'un désert aride. Ces riches terres étaient prisées par ses habitants et attisaient la convoitise de leurs ennemis. L'Égypte a été envahie par les Nubiens venus du sud, puis par les Hittites venus de l'est. À plusieurs reprises, les Libyens ont attaqué par l'ouest et des pirates ont débarqué sur les côtes méditerranéennes. Ces invasions incessantes ont conduit les Égyptiens à lever des armées et à bâtir des forteresses pour assurer leur protection. Mais la magie constituait aussi un élément important de la défense du pays. Parmi les premières malédictions et les sortilèges jetés par les Égyptiens, certains étaient destinés à paralyser les troupes ennemies. Nous avons la preuve qu'on pratiquait ce type de cérémonie occulte depuis l'Ancien Empire, et que cela a continué sous la domination romaine. Il existait un sortilège contre les ennemis du pays. On inscrivait une série de textes préétablis sur des poteries, qui étaient ensuite brisés et enterrés selon un rituel précis, le plus souvent dans un cimetière abandonné. Il choisissait des pots en argile, en référence à Khnum, le créateur, qui avait modelé les êtres vivants sur son tour de potier. Symboliquement, chaque pot utilisé représente une ou plusieurs personnes. Les morceaux de poterie en argile faisaient partie des déchets courants en Égypte. Donc, casser ces pots revenait à transformer les ennemis en déchets. Les vestiges de ce rituel ont été découverts à Mirghissa, une ville située en territoire nubien tout près d'une forteresse égyptienne construite vers 1700 avant Jésus-Christ. Ce territoire appartient aujourd'hui au Soudan. Au cours des fouilles, on a découvert des morceaux de poterie en argile rouge. On peut y lire les formules d'une malédiction jetée aux Nubiens. Ils avaient été enterrés à côté de tombes abandonnées. Le cas de Mirghissa a posé un problème, car il n'y avait pas de cimetière sur le site. Il a donc fallu en faire un. Nous avons découvert le corps d'un Nubien jeté sur le côté. Sa tête avait été coupée et posée à l'envers, tout près d'une poterie cassée. Le couteau qui avait servi à le décapiter se trouvait à côté de lui. Si vous ne disposez pas d'un mort en colère, il faut en créer un. C'est ce qu'ils ont fait sur le site vierge de Mirghissa. Parmi les objets utilisés pour le rituel, on découvre des figurines qui représentent toutes le même motif.
un prisonnier ligoté. Ces statues sont en argile, en bois, en cire ou en pierre. On y inscrit le nom des pays hostiles à l'Égypte, puis on les brûle, on les piétine, on les brise ou bien on les fond pendant le rituel officiel. Ces statues nous donnent des renseignements très précieux sur l'évolution géographique du Proche-Orient au cours de l'Antiquité. Elles portent les noms de tous les voisins de l'Égypte. Ces inscriptions étaient régulièrement actualisées. Tous les textes qu'elles présentent ont été modifiés avec soin. Les premières représentations magiques du prisonnier ligoté datent de 3100 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire avant le début de l'Ancien Empire. Et on les retrouve ensuite à travers toutes les époques. Cette image est parfois dessinée sous les semelles des sandales, afin que le prisonnier soit écrasé à chaque pas. Cette sculpture représente également un prisonnier ligoté. Elle a été taillée dans la pierre qui soutient la porte d'entrée d'un temple. Si vous observez le socle de cette porte, vous pourrez voir qu'il représente un prisonnier allongé le ventre contre le sol, les mains attachées dans le dos. Un trou a été creusé au milieu de son dos pour placer l'axe sur lequel la porte pivote. Ainsi, à chaque fois que quelqu'un entre dans le temple, l'axe vient broyer sa colonne vertébrale. Le simple fait d'ouvrir cette porte chaque matin reproduisait la défaite des ennemis de l'Égypte. La magie est la clé de voûte de la religion égyptienne. Seuls les prêtres et les personnes de sang royal la pratiquent. Mais il arrive qu'elle soit utilisée à mauvais escient. C'est ce qui se produit aux alentours de 1160 avant Jésus-Christ, sous le règne du pharaon Ramsès III. Sous le règne de Ramsès III, l'Empire est dans une situation politiquement instable. C'est au sein de sa famille que s'organise un vaste complot. En effet, sa deuxième épouse espère mettre son fils nommé Pentahour sur le trône. Plusieurs prêtres, qui font partie de la conspiration contre Ramsès, connaissent les rituels magiques. Certains récits historiques racontent qu'ils auraient inscrit des sortilèges sur des feuilles de cire. Ils leur auraient ensuite donné une forme grossière pour s'en servir pendant le rituel. Comme dans bon nombre de rituels de malédiction, ces objets étaient détruits afin de nuire à l'ennemi. Mais ici, la personne visée n'est autre que Ramsès III, le pharaon en personne. Les conspirateurs sont arrêtés et jugés. On ne les accuse pas de sorcellerie, on leur reproche d'avoir fait usage de la magie pour porter préjudice à l'intégrité physique du roi. Ils avaient le droit d'utiliser les objets nécessaires à leur cérémonie, car ils sont tous répertoriés dans la bibliothèque royale. Ce sont les outils classiques que l'on retrouve dans tous les rites officiels. Mais dans le cas présent, ils ne les utilisent pas contre un ennemi, mais contre le roi. La pratique de la magie n'est pas illégale. En revanche, la trahison est un acte criminel. La plupart des conspirateurs sont mis à mort, ainsi que le jeune prétendant au trône, Pentahour. Nous pensons avoir retrouvé la dépouille de Pentahour. On a découvert dans le tombeau royal un corps qui semble avoir été embaumé vivant. Ce n'est qu'une hypothèse. Il peut aussi avoir été empoisonné avant d'être recouvert de bandelettes. Mais la position du corps laisse penser qu'il est mort dans d'atroces souffrances. Cette histoire a vraisemblablement inspiré la scène d'inhumation d'Imhotep dans le film La Momie. Malgré cette trahison, les rites destinés à jeter des sortilèges restent un élément central de la religion égyptienne. Il semble même qu'ils aient influencé le développement de certaines cultures apparues ultérieurement. Dans l'Ancien Testament, une histoire du livre de Jérémie a visiblement été empruntée à la tradition égyptienne. Suivant les instructions de Dieu, Jérémie se rend aux portes de Jérusalem et prévient le peuple d'Israël. Une malédiction s'abattra sur eux s'ils ne mettent pas un terme à leurs agissements diaboliques. Il brise ensuite un pot de terre et réitère la menace divine. C'est ainsi que je briserai ce peuple et cette ville, comme on brise un vase de potier, sans qu'il puisse être reconstitué. Jérémie, chapitre 19, verset 11. Pratiquée lors de rites officiels, la malédiction qui semble avoir inspiré Jérémie a été transformée pour remplir d'autres fonctions, notamment pour résoudre des problèmes d'ordre sentimental. Dans l'ancienne Égypte, ce qui était bon pour la guerre pouvait aussi l'être en amour.
Le temple est le lieu où les forces magiques peuvent être libérées. C'est là que se déroulent les sortilèges officiels, là que l'on compose de nouvelles formules magiques et que l'on archive, copie et étudie les formules déjà existantes. Les prêtres sont les gardiens de ces puissantes traditions. Ils rédigent les textes magiques et les mettent en pratique. Pourtant, la magie n'est pas circonscrite à l'enceinte du temple. Seuls les prêtres les plus hauts placés dans la hiérarchie servent tout au long de l'année au sein même des temples. Les autres n'y séjournent que quelques mois et sont ensuite remplacés par un autre groupe de prêtres. 5 groupes peuvent ainsi se succéder sur une année. Le reste du temps, ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient être fermiers, fonctionnaires, ou bien proposer leur talent dans le domaine de la magie. Ils étaient prêtres à temps partiel. Ils pouvaient assister aux différents rituels, y prendre part et même rédiger les formules qui devaient y être lues. Et en marge de cela, ils pratiquaient la magie au sein du peuple. Dans les villages, les prêtres transforment les malédictions destinées aux ennemis de l'Égypte et les utilisent pour prévenir les désagréments du quotidien, comme les problèmes de santé, d'argent et les amours malheureuses. Comme dans les rites officiels, ces formules comportent une historiola qui retrace des événements mythiques. Isis, la déesse mère, et son époux, Osiris, le dieu des morts, sont souvent invoqués dans les incantations amoureuses. Les sortilèges destinés à la population permettent généralement de contraindre quelqu'un à faire quelque chose. Ici, il ne s'agit plus de combat guerrier, mais de conquête amoureuse. Au Louvre, on peut voir une statuette d'argile représentant une femme accroupie, les bras attachés dans le dos. Cette position rappelle clairement l'image des prisonniers ligotés. Elle était utilisée lors du rituel de l'envoûtement amoureux. Mais ce terme est-il bien approprié ? Le but de ces envoûtements d'amour était surtout sexuel. L'amour n'avait pas grand-chose à voir là-dedans. La figurine du Louvre date du IIIe ou IVe siècle avant Jésus-Christ, de l'époque de la domination romaine. Elle a été trouvée dans un pot en terre, accompagnée d'un texte magique écrit sur une fine feuille de plomb. La formule contient des informations spécifiques pour le rituel. 13 épingles en cuivre doivent être enfoncées méthodiquement dans la figurine. À chaque fois que l'une d'elles est en place, on récite la même incantation. En introduisant cette épingle en cet endroit, tu ne penseras plus qu'à moi. Cela avait pour effet d'obliger une femme à n'avoir de rapport sexuel qu'avec vous. Il faut préciser que même le mari de cette femme était alors exclu. Il n'y avait plus que vous qui comptiez. Le but de ce rituel n'était pas d'amener cette femme à tomber amoureuse de vous, mais de la contraindre à vous aimer. Ce rite utilise la symbolique du prisonnier ligoté, sans défense et que l'on écrase. C'est une application très classique des anciennes formules de domination égyptienne. Il arrivait que dans un village, les gens sachent qu'un homme, voulant séduire une femme, lui avait jeté un sort. La femme savait qu'elle ne pouvait pas lutter. Si elle pouvait résister à un homme, c'était impossible face aux dieux et aux déesses. Elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix que de céder. Au cours de la domination gréco-romaine, les formules des envoûtements amoureux sont souvent placées dans des cimetières abandonnés, parfois même à l'intérieur d'une dépouille. Cela rappelle un procédé antique de malédiction. On jette une figurine représentant celui que l'on poursuit dans un cimetière abandonné, là où les morts en veulent aux vivants de les avoir oubliés. En payant grassement quelqu'un ou bien en s'adressant à un prêtre, le texte pouvait être placé dans les catacombes, dans la bouche d'un cadavre. Cet envoûtement a été demandé par un homme qui souhaite manipuler les sentiments d'une femme mariée, du nom de Carossa. La formule est directement adressée à la dépouille dans laquelle on l'a placée. Réveille-toi et viens à mon aide. Fais que ce qui est inscrit sur ce texte une fois placé dans ta bouche devienne réalité. Empêche Carossa de penser à son mari, à son enfant, à sa soif, à sa faim. Et mène-la vers moi, brûlante de passion, d'amour, et pleine du désir de m'offrir son corps. Vite, très vite. Malgré l'introduction du christianisme en Égypte, ce type d'envoûtement va rester en usage plusieurs siècles après la crucifixion du Christ.
Beaucoup parmi les prêtres chrétiens avaient été élevés selon les coutumes anciennes. Et la magie perdure à travers des chrétiens originaires d'Égypte, l'Église copte. Nous supposons que les principaux responsables des guérisons, de la préparation des amulettes ou des sortilèges et qui reliaient les formules magiques étaient des coptes. Ils pouvaient aider un homme à conquérir une femme, ou encore permettaient à une mère de jeter un sort sur le couple de son fils quand elle estimait que son épouse n'était pas celle qu'il lui fallait. Donc à ce moment, elle jetait un sort pour arracher cette fille des bras de son fils. Il semble donc que toutes ces formules magiques auraient été écrites par des moines coptes. Ils étaient les Égyptiens lettrés de l'institution chrétienne. La magie a continué à être présente pendant la période copte, car les gens croyaient à ces méthodes. C'était une solution efficace pour la communauté. Elle n'était pas officiellement acceptée par l'Église copte, et elle ne l'a jamais été. Ces activités étaient pratiquées dans l'ombre et le sont encore aujourd'hui. Comme les grands prêtres des pharaons, les prêtres coptes enroulent un cordon autour des figurines, destinées au rituel, pour que la victime de l'envoûtement amoureux se soumette sexuellement. La plupart du temps, ces envoûtements sont effectués à la requête d'un homme désireux de bénéficier des faveurs d'une femme, mais ils peuvent aussi poursuivre d'autres objectifs. Les textes rédigés par les coptes proposaient différentes façons de ficeler les figurines. Si vous vouliez que votre adversaire devienne impuissant, alors vous passiez la ficelle autour de l'organe sexuel. Voici un de ces sortilèges. Le texte est rédigé en langage copte, on y trouve des références à Jésus-Christ, mais l'élément de magie est purement égyptien. On invoque dans le sortilège l'union du ciel, de la terre, des oiseaux et de la lune, comme Jésus-Christ l'a demandé sur la croix, afin de s'assurer, comme il est dit dans le texte, que le membre viril d'eux, ici on inscrivait le nom de son ennemi, tout comme son désir, s'assèche comme un morceau de bois sec, qu'il devienne comme un chiffon sur un tas de crottins, qu'il ne durcisse plus, qu'il n'ait plus d'érection, qu'il n'éjacule plus, qu'il n'ait plus de relations sexuelles avec, et là vous mettiez le nom de la femme que vous convoitiez. On constate que le sexe est un sujet prépondérant. On le retrouve dans toutes les formules magiques, qu'elles aient été rédigées à l'époque des pharaons, au moment de l'invasion romaine, ou pendant la période copte de l'Égypte. Seule la santé occupe une place aussi importante que la sexualité. Dans les dernières vidéos que j'avais fait, c'est vrai qu'à la fin de chaque vidéo, je disais plus, je disais plus comme d'habitude, prenez soin de vous et faites gaffe aux barbouzes. Mais voilà, c'est implicite. Hein. Même si je te le dis pas, t'auras compris que toutes mes vidéos, elles sont conçues quelque part pour le citoyen lambda. Hein. En dehors du fait que j'ai expliqué que mes vidéos c'était pour établir la vérité, mais elles sont aussi à destination, elles sont surtout à destination du citoyen lambda qui connaît pas le monde des barbouzes, tu vois, et qui sait pas de quoi il s'agit, tu vois. Donc voilà, tout ça c'est pour rendre service aux gens qui possiblement se seraient fait barbouzer et n'auraient pas compris comment, pourquoi, etc. ils s'étaient fait barbouzer. Toutes les explications que je t'ai fournies là, si des gens consultent mes vidéos et que c'est des gens qui se sont déjà fait barbouzer, ils devraient pouvoir identifier les barbouzeries qu'eux-mêmes ils se sont pris dans le passé. Tu vois ce que je veux dire? Si jamais ils les avaient pas identifiés, avec les explications que je te fournis, tu devrais être capable de comprendre ce qui t'est arrivé. Si t'es un citoyen lambda qui s'est fait barbouzer et qui avait pas compris qu'il s'était fait barbouzer, tu vois, voilà. Au commencement, Dieu créa 3 créatures appelées monstres primordiaux. Ces monstres représentent chacun la terre, l'eau, le ciel, ainsi que toutes les créatures qui y vivent. Ces monstres sont Béhémoth, Léviathan et Ziz. Ce sont les seules créatures sur terre qu'Adam et Ève ne peuvent apprivoiser. Lorsque les dieux ancestraux seront vraiment trop déçus des hommes, alors
Ils réveilleront les gardiens de ce monde pour annihiler l'espèce humaine dans le chaos.